ça s'appelle pour moi la colonisation, de la colonisation économique, on va dire, ou de la captation de richesses. La colonisation territoriale, on va la voir un petit peu après, c'est le Groenland. Ça, le Groenland, c'est gravissime, parce que c'est la première fois que les États-Unis préemptent une terre, un territoire. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, hier, Donald Trump a verbalisé et acté ce qui se dessine déjà dans cette nouvelle configuration du monde et du rôle que les États-Unis vont y jouer. Premier point, il a déjà décidé d'arraisonner un pétrolier vide sous pavillon russe. Risque-t-on une escalade avec Moscou ? Alors, oui, grosse journée hier. Accélération, Donald Trump sur tous les fronts, avec, on va dire, la mise en application d'un certain nombre de principes qui avaient déjà été prononcés, établis. Mais là, on sent que le plan se déroule. Vous évoquez cette question du pétrolier, elle est fondamentale, même si elle paraît anecdotique. Elle cloue, je vais dire, le chapitre Venezuela, dans le sens où l'arrestation de Maduro a évidemment inauguré ce chapitre, cette volonté des États-Unis de se saisir du Venezuela et en particulier de leur pétrole. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a suivi tout ça heure par heure presque, et qu'au fil des jours, l'argument du narcotrafic, invoqué en premier lieu pour appréhender Maduro, a été substitué par celui du pétrole. Voilà. Que Donald Trump répète ad nauseam. Nous avons le pétrole, les meilleures réserves, nous allons remettre en marche l'industrie pétrolière vénézuélienne, nous allons investir les compagnies américaines. D'ailleurs, ce qui est quand même assez incroyable dans cette opération, c'est à mon avis la première fois que ça se produit, que le Congrès américain n'ait pas été informé. En revanche, les directeurs d'Exxon et de toutes les grosses compagnies pétrolières étaient tenus au courant par Donald Trump, qui est venu leur demander leur avis sur comment exploiter le pétrole après avoir, on va dire, capturé Maduro. C'est assez incroyable, c'est assez inédit, c'est pas très démocratique. Mais là, on se dirige quand même vers une posture beaucoup plus impérialiste que démocratique de la part de Donald Trump, qui semble n'avoir plus de contrepoids à ses décisions à Washington, puisque le Congrès a été briefé sur les résultats de l'opération seulement hier. Et il a bien compris d'ailleurs ce congrès, puisque beaucoup de sénateurs et de congressmen se sont exprimés à la suite de la réunion en expliquant que oui, c'est le pétrole. Il n'y a aucun doute. Et donc, du coup, l'accusation de Maduro est devenue un peu plus compliquée. C'est-à-dire de dire on retire Maduro parce que c'est un criminel, c'est un chef de cartel, si qu'en fait la raison, c'est le pétrole. Bref. Toujours est-il que l'objectif c'était ça, et l'objectif marque un changement majeur, une application de principes déjà écrits dans le document de stratégie de sécurité nationale qui a été produit il y a 10 jours par les États-Unis, où il est clairement exprimé que dans l'hémisphère occidental, en Amérique du Sud en particulier, chaque pays devait désormais suivre les États-Unis et c'est là où on va en arriver au pétrole, couper ses liens avec ceux avec qui il commerçait précédemment. Le Venezuela n'a pas qu'une activité pétrolière d'ailleurs, commerçait déjà avec les États-Unis, contrairement, il n'y avait pas de blocage absolu. Il y avait sur le pétrole, sur la question du pétrole, c'était plus compliqué, mais il y avait d'autres activités sur lesquelles le Venezuela, à l'époque de Maduro, commerçait avec les États-Unis, mais il commerçait évidemment avec la Chine, sur la question du pétrole, puisque quasiment la totalité du pétrole vénézuélien, 90% des 600 000 barils produits par jour, ce qui est peu au vu des quantités que le Venezuela possède dans son sous-sol, 600 000 barils par jour, quasiment 90% étaient vendus à la Chine. Donc ce que Donald Trump a fait, c'est que donc il marque son territoire, il décide que chaque pays
par écrit que chaque pays doit suivre les États-Unis, doit se mettre dans la roue des États-Unis, couper les liens précédents qu'ils avaient pour commercer avec d'autres pays, ça s'appelle pour moi la colonisation, de la colonisation économique, on va dire, ou de la captation de richesses. La colonisation territoriale, on va la voir un petit peu après, c'est le Groenland. Ça, le Groenland, c'est gravissime, parce que c'est la première fois que les États-Unis préemptent une terre, un territoire. Alors, on ne sait pas quels seront les arguties administratives utilisées pour saisir le Groenland, mais si vous voulez, l'idée est de augmenter la masse des États-Unis. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont jamais conquis de territoire, c'est pas dans leur philosophie. Donc il y a captation des richesses, captation de territoire, donc on change complètement radicalement de braquet. Et les pétroliers, finalement, oui, c'est on va dire, une humiliation infligée à Poutine, encore que le fameux pétrolier Marinera, anciennement Bella 1, rebaptisé Marinera pour en fait brouiller les pistes parce qu'il était surveillé par les gardes-côtes américains depuis décembre, ce pétrolier. Au départ, il n'était pas sous pavillon russe. Quand les choses se sont accélérées avec la chute de Maduro, il s'est mis sous pavillon russe en se disant je vais te protéger. En réalité, il n'est pas vraiment très russe, même si le ministère de la Défense des Affaires étrangères de Moscou a demandé à ce que l'équipage soit bien traité et que les éléments russes soient renvoyés en Russie. Pour le moment, en fait, il s'agissait pour les États-Unis de marquer le coup, de marquer le territoire et d'expliquer que l'embargo est total, qu'on ne peut plus écouler le pétrole vénézuélien à l'extérieur, que ce pétrole est américain. Pete Hegseth, le ministre de la Défense, l'a expliqué en conclusion du raid qui a été effectué par d'ailleurs le 160e régiment héliporté des forces spéciales, les fameuses Night Stalkers, qui sont ceux qui ont conduit les commandos d'ailleurs pour l'arrestation c'est les mêmes, pour l'arrestation de Maduro. Donc ils ont opéré, là pour le coup, ils ont mis leur tenue de marin et ils ont opéré, ils ont apponté sur le pétrolier. Donc à un moment, on a craint que les choses pouvaient monter en puissance contre la Russie, qu'il pouvait y avoir une riposte des Russes qui avaient quand même dépêché un sous-marin nucléaire pour guider ce pétrolier et l'amener jusqu'au port de Mourmansk à partir des eaux territoriales britanniques. Le sous-marin n'est pas arrivé à temps, les Américains ont agi extrêmement rapidement, mais quelque part pour Poutine, il s'agit d'une façon pour les Américains de marquer leur territoire. On va dire qu'il n'y a pas nécessité absolue, comme je vous le dis, le caractère russe du pétrolier est assez flou, mais il n'y a pas lieu de déclencher la Troisième Guerre mondiale pour un pétrolier rouillé, en plus vide, qui se balade dans l'Atlantique. Comme il n'y a pas eu matière à envenimer les choses sur la capture de Maduro, qui était pourtant un allié fidèle de Moscou, sur lesquels il y avait des accords d'armement, de partenariat, et on l'a senti tout au long de cette crise. Vladimir Poutine est très peu intervenu même auprès de Donald Trump, pour, on va dire, empêcher une telle opération. Les Russes ne se sont pas interposés. Un peu comme si, et certains experts estiment, que ce redécoupage du monde se serait produit au moment de la rencontre de Poutine avec Trump à Anchorage, le 15 août dernier, rencontre qui à l'époque avait été qualifiée de montagne qui avait accouché d'une souris. En réalité, si c'est ça, c'est la rencontre du découpage du monde. Qui veut dire quoi ? Qui veut dire que cette rencontre, d'ailleurs, 3 mois plus tard, elle est suivie par le plan en 28 points des Américains pour régler le conflit en Ukraine, qui est outrageusement en faveur des Russes. Depuis, les choses, Trump a tempéré, il joue tantôt la carte des Européens, tantôt la carte des Ukrainiens. Européens et Ukrainiens, c'est la même chose maintenant, mais tantôt la carte des Russes, mais on sent bien qu'il laisse Poutine continuer sa guerre. Donc quelque part, Poutine n'intervient pas au Venezuela et Trump
laisse Poutine continuer sa guerre en Ukraine, jusqu'à atteindre ses objectifs qui sont de récupérer le Donbass et en tout cas de grignoter un maximum de territoire. Pour terminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être tout ça est-il le signe d'une acceptation par la Russie et par les États-Unis, et également par la Chine, d'un redécoupage général avec une répartition des zones d'influence des uns et des autres. Régis, Donald Trump a également décidé de retirer les États-Unis d'une 60aine d'organismes internationaux, dont 31 sont liés à l'ONU. Donc America First, c'est ça? Oui, c'est America First, c'est aussi la fin d'un ordre international duquel on était habitué à l'époque de la guerre froide, que tantôt les Américains utilisaient, que tantôt les Russes d'ailleurs utilisaient, un ordre international qui avait permis des traités de paix d'ailleurs, les traités de SAT 1, SAT 2, de non-prolifération nucléaire. Il y a eu des choses qui ont été faites pendant cette période, même si les choses étaient tendues, mais l'ONU avait quand même un poids, même si De Gaulle le qualifiait de machin, et effectivement les limites de l'exercice d'un gouvernement collectif mondial avaient déjà été atteintes à l'époque de la SDN, et l'ONU n'a fait que continuer et montrer pas mal d'impuissance à régler tout un tas de conflits. Mais on sentait bien que depuis longtemps, depuis un petit moment déjà, le rôle de l'ONU était de moins en moins efficace et de moins en moins important. D'ailleurs, on n'en a pas parlé du tout, ou quasiment. Personne n'a demandé à convoquer le Conseil de sécurité de l'ONU après la capture de Maduro, par exemple. Personne, ça aurait pu être le cas, les Russes auraient pu le demander, les Chinois aussi, personne ne l'a demandé. Donc on voit bien qu'on est sorti de cet ordre international, on est sorti du droit international, peut-être n'existe-t-il plus, et on est passé du côté de la force au service des intérêts. Voilà, c'est vraiment ce qui se profile, et c'est Trump qui est à la manœuvre, mais les autres sont d'accord. On ne peut pas dire que Poutine, avec sa guerre en Ukraine et les velléités des Chinois sur Taïwan, ce soit aussi des exemples de traitement, on va dire, ou de pacification des relations internationales. Voilà. Et Trump n'est pas tendre non plus avec l'OTAN, dont il dit qu'en cas de problème, ses membres ne viendront pas en aide aux États-Unis. Oui, alors il s'est piqué d'un message sur son réseau Truth Social hier. La plupart d'ailleurs de ses annonces ont été faites sur ce réseau. C'est quand même intéressant aussi sur cette façon de fonctionner. Oui, il écorne l'OTAN, concluant que cette organisation qui a été portée à bout de bras, selon lui, par les États-Unis, qui a été financée de façon excessive par les États-Unis, sur lequel d'autres pays se sont reposés, comme l'Allemagne par exemple, pour en gros sous-traiter leur sécurité et leur défense. C'est ça qu'il reproche aux Européens et c'est ça qu'il reproche aux membres de l'OTAN. On sent à travers ce message d'ailleurs un possible abandon de l'OTAN par les États-Unis. Ça m'étonnerait absolument pas. C'est peut-être un préambule. Il y a aussi une chose qui s'est produite cette semaine, c'est la question du Groenland, les ambitions américaines sur le Groenland. Et là, c'était Mette Frederiksen, la première ministre danoise, qui a dit si les États-Unis annexent ou attaquent le Danemark, conquièrent le Groenland, l'OTAN n'existe plus. Il a dit également que donc c'était, il a qualifié l'agence, on va dire, voilà, on sent bien que pour Trump, c'est déficient. Ce qui est intéressant aussi, ça montre les obsessions du personnage. Il y a un moment, il s'est mis à parler de la Norvège en disant ah oui, puis les nouveaux entrants dans l'OTAN, la Norvège, qui d'ailleurs n'a même pas eu l'élégance de me donner le prix Nobel de la paix. Voilà les réels. Voilà comment Trump perçoit la Norvège. Donc tout ça, c'est de la roupie de Sansonnet pour lui, et face à la puissance américaine qui, sous son règne, va être de plus en plus importante. Et pour conclure, Régis, Donald Trump a décidé d'augmenter de 50% le budget de la défense
Pourquoi Trump décide-t-il d'abreuver le complexe militaro-industriel américain ? Oui, alors c'est assez paradoxal, c'est comme son interventionnisme subi, on sent que c'est pas tout à fait en phase avec ses promesses de campagne. Pour ce qui est par exemple de la gestion du Venezuela, si les États-Unis gèrent le Venezuela, investissent dans l'appareil de production de pétrole, c'est le contribuable américain quelque part qui va payer à un moment. Le même contribuable à qui on avait promis d'arrêter les guerres ingagnables et éternelles, les Forever Wars, comme on les appelait, Irak, Afghanistan. Trump avait promis de ne plus s'engager là-dedans. Il ne s'y engage pas en fait réellement, mais il va s'armer encore plus, un peu comme si il partait en guerre alors qu'il n'est pas en guerre. Il ne fait que des opérations, des one-shots successifs. Il l'a fait à l'égard de l'Iran. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais il a décidé à l'époque de frapper les installations nucléaires iraniennes. C'était le 21 juin dernier. Le lendemain, il a montré qu'il est resté fidèle à ses problèmes de campagne en arrêtant cette guerre. Donc là, c'est à son crédit, vous savez, les fameuses 8 guerres qu'il a contribué à arrêter, que les gens autour de lui ne lui reconnaissent pas. Bref, on ne lui reconnaisse pas, on lui sait pas gré d'avoir arrêté ces guerres. Bref, là, donc il intervient sans intervenir. Il muscle effectivement son appareil militaire, ça je pense que c'est directement à force de voir les chiffres de l'augmentation du budget militaire de la Chine, en particulier de la marine chinoise, qui est un vrai souci pour les États-Unis depuis plusieurs années, même avant, même à l'époque de Biden, et même à l'époque d'Obama, c'est-à-dire que la Chine fabriquait plusieurs porte-avions par an. Donc les États-Unis, il y a vraiment inquiétude. Et donc là, Donald Trump prend les devants et dit, voilà, on va augmenter. C'est une somme absolument considérable. 1500 milliards. Là, on est à 1000 milliards et 1000 milliards de dollars de budget de la défense. Pour donner un ordre de grandeur, celui le français, c'est entre 50 et 60 milliards. Là, on est à 1000 milliards. Et l'équivalent, en fait, ce budget de la défense, c'est l'équivalent de l'ensemble des budgets de la défense des 20 pays qui suivent. Vous imaginez la puissance américaine. Quand on parlait de déclin américain, ça, c'est une illustration typiquement du contraire. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, il va encore augmenter, plus 50%, il fait marcher, comme vous l'avez dit, le complexe militaro-industriel, mais il y a une partie aussi de l'armement qui va être vendue aux Européens. C'est ça aussi l'intérêt de Donald Trump dans la guerre en Ukraine, c'est qu'il a fait un deal avec les Européens, il vend l'armement qui est rétrocédé à l'Ukraine. Comme Poutine, il a tout intérêt à ce que cette guerre continue. Il a tout intérêt à ce que les Européens se cassent les dents à essayer de prendre la place des Américains, ce dont ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. À Poutine, finalement, il considère que l'Ukraine, c'est un peu le territoire de Poutine. Là-dessus, il n'est pas expansionniste. C'est intéressant parce qu'il est impérialiste, mais il n'est pas globaliste. Il ne s'inscrit pas dans la lignée de ses prédécesseurs, qui avaient une vision globale, ni des néoconservateurs d'ailleurs. On voit bien qu'il en conserve autour de lui. Marco Rubio, Lindsey Graham, qui, comme par hasard, quand on parle de guerre, pointent le bout de leur nez, enfin en particulier Lindsey Graham, c'est le plus va-t-en-guerre de tous les sénateurs des États-Unis depuis 20 ans. Mais on voit très bien qu'il reste quand même dans l'idée que les États-Unis vont être un acteur majeur, si ce n'est le principal, économiquement, parce qu'il y a aussi, je vous dis, cette volonté de conquérir les ressources pour ne pas les laisser aux Chinois. Et ça, Trump est parfaitement conscient que, tant sur l'armée, avec la progression de l'armée chinoise, je le disais, donc budget militaire en hausse, radical, budget militaire en hausse, après on verra comment les choses se répartiront, mais également sur les terres rares, parce que le Venezuela, c'est pas que le pétrole, le bassin de l'Orénoque, du fleuve Orénoque contient des ressources inestimées et des minéraux rares, etc., des minerais de toutes sortes, comme le Groenland qui contient, je crois, 41 minerais différents
dans son sous-sol. Donc le Groenland aussi, la question sécuritaire, les routes d'épaule, certes très importantes, mais la fonte des glaces qui permet aux bateaux de faire une économie incroyable pour toucher le Japon, entre l'Europe et le Japon. On est dans une période de l'histoire où les cartes au niveau géographique sont rebattues, au niveau économique, au niveau géostratégique, et effectivement le Groenland est important. Mais il est important aussi sur cette question de la captation des terres rares, où Donald Trump est parfaitement conscient que les Chinois ont énormément d'avance sur l'histoire du Congo aussi. Pourquoi est-il intervenu pour chercher la paix entre le Rwanda et le Congo, précisément pour pouvoir prendre une partie des richesses du Congo, la substituer aux Chinois. D'ailleurs, c'est intéressant, l'été dernier, nous avions été au Katanga, et au Katanga, nous avions visité une usine que les Chinois, appartenant aux Chinois, qui était dans la commune de Fungorume, pardon, une énorme mine de cobalt, peut-être l'une des principales du pays. Et quand j'ai fait j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé quelle était l'origine. Au départ, c'était une usine qui avait été créée par les Américains. Puis par un jeu de revente, etc., avait fini par tomber un peu de façon sans que personne s'en aperçoive vraiment, dans l'escarcelle des Chinois. Et pour ce qui est des terres rares et des minerais aussi précieux que le cobalt, qui intervient dans la fabrication des batteries électriques, donc très important aujourd'hui, eh bien, les Chinois ont, depuis des années, accéléré leur contrôle de ces ressources. Et on sent bien que globalement, à chaque fois que Trump bouge quelque part, il y a une question de minerais. Hein. Souvenez-vous, le premier accord qu'il a fait avec Zelensky, c'était un accord sur les minerais et sur les terres rares en Ukraine. D'ailleurs, ce que Poutine lui a proposé aussi dans le cadre des accords de paix ou de la future coopération entre la Russie et les États-Unis, Poutine a proposé aussi que les entreprises américaines puissent bénéficier des terres rares. Pas oublier tout ça, hein, comment c'est... voilà. Ça, c'est le logiciel Trump. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on avait pas mal de déclaratifs. Puis là, en une semaine, on a vu les choses se mettre en place. Et la capture de Maduro est un événement bien plus important que celle de Noriega il y a 25 ans, ou même que la mort de Ben Laden ou celle de Baghdadi dans les combats que mène l'Amérique dans le monde. Merci Régis. Merci beaucoup.